Partout en Europe, les forces attachées à notre civilisation, les forces de l'enracinement, ont progressé ou gagné, créant une véritable espérance, une vraie voie vers le renouveau. En France, les patriotes remportent l'élection et tiennent en échec Macron et ses nombreux soutiens politiques, financiers, médiatiques. Les noms de Moscovici, Juncker et quelques autres cèdent la place aux vainqueurs, Orban, Salvini, Farage notamment. Ces victoires sont aussi la réussite de TV Liberté qui, depuis 5 ans, quotidiennement se fait le porte-parole de ce mouvement de fond que connaissent la France et l'Europe. Votre chaîne alternative est l'illustration, la représentation des mêmes valeurs, des mêmes principes, du même esprit d'indépendance. Mais l'on ne peut pas se contenter que de ce satisfecit, de ce bel impact. Nous devons tout mettre en œuvre pour nous développer davantage et devenir dès lors incontournables. C'est pour cela que nous lançons dès aujourd'hui une campagne 1+1. 1+1, les objectifs sont simples. Chaque téléspectateur qui prend connaissance de ce message doit trouver une autre personne, un ami, une connaissance dans son entourage pour faire partager et connaître les émissions de TV Liberté, pour s'abonner à notre lettre d'information et pour suivre nos réseaux sociaux. Il faut aujourd'hui, tout de suite, continuer de créer cette chaîne de solidarité combattante et renforcer notre communauté avec cette opération 1+1. 1+1. Si nous associons à un don un nouveau don, alors sera assurée enfin la survie de TV Liberté, et notamment pendant la période de l'été toujours financièrement difficile. Je trouve un nouveau donateur, ou je double mon propre don. Je fais vivre TV Liberté, mais mieux, je lui donne les moyens de me défendre. Vous le savez, la liberté a un prix. Alors, n'attendez pas, rendez-vous à la fin de ce message à la rubrique « Dons » de tvliberté.com. Le système vacille. Face aux progressistes et aux mondialistes, ce sont les peuples qui reprennent le pouvoir. Le mouvement est enclenché. C'est plus que jamais l'heure de TV Liberté. Nous avons besoin de votre aide de manière urgente, maintenant, parce que pour nous, c'est vital. Et n'oubliez pas, le prélèvement à la source ne change rien. Votre don donne toujours droit à une réduction de 66% d'impôts. Bonjour à tous. Tête à Clash numéro 50 commence avec 4 invités. Le premier, c'est Philippe Millot. Bonjour Philippe Millot. Bonjour à tous. Président de TV Liberté. Et attention, Philippe Millot va s'exprimer aujourd'hui en tant que personne libre, non pas en tant que président de TV Liberté. Donc ce qu'il va dire n'engage pas cette maison. J'espère que vous serez capable de retenir ça, sinon je le répéterai. Attention. Deuxième invité. Christine Boutin. C'est votre deuxième fois ici, Christine, n'est-ce pas ? Absolument, oui. Vous êtes ancien ministre Oui. et ancienne députée ? Ancien député. Ancien député. Oui, je vous avais dit que je fourcherais. Ok. Stéphanie Bignon, bonjour. Bonjour. C'est votre première fois ici, Stéphanie ? Oui. Ok. Et vous êtes fondatrice de Terre et Famille et chef d'entreprise. Exactement. Vous avez 2 entreprises. Hein, Oui, agricole agricole et d'intervention sous-marine. voilà, cette femme nage sous l'eau, elle s'occupe de chevaux et de bétail. Voilà. Et vous m'avez demandé de parler de Présent, qui a un hors-série sur l'écologie. Oui, très rafraîchissant. L'écologie vue de la droite et qui nous donne des perspectives très intéressantes, à la fois philosophiques et pratiques. Ok, nous verrons si les électeurs, puisque nous allons parler des élections européennes, ont bien été d'accord avec cette vision de droite de l'écologie. Les choses peuvent bouger. Allez, le 4e invité, c'est Yves Christen. Vous êtes biologiste et écrivain scientifique, Yves. Tout à fait. Parfait. Eh bien voilà, nous nous retrouvons dans quelques secondes pour le premier sujet. À tout de suite. Alors, le premier sujet, c'est les européennes et cette composition, recomposition, décomposition du paysage politique français, avec 2 faits majeurs. Les 2 premiers, finalement, on les connaissait.
il y avait peut-être un petit doute sur qui allait arriver en tête, le Rassemblement national par rapport à la République en marche et son allié. Mais la grande surprise, ça a été les écologistes en 3 et les Républicains et la France insoumise qui s'effondrent littéralement. Moi, je voulais vous interroger, vous qui êtes présents, vous qui nous écoutez, sur ce que vous pensez de cette recomposition. Est-ce que c'est une accélération vers une forme de bipartisme, un côté démocrate républicain, ou est-ce que ça dit autre chose sur la société française et peut-être plus haut sur l'Europe ? Christine Boutin. Écoutez, moi, ma première réaction, c'est de vous dire que j'ai été absolument effondrée du résultat de ces élections. Je ne pensais pas... en tous les cas, j'ai tout fait, personnellement, pour faire en sorte que M. Macron ne soit pas le premier. Oui. Donc, sous cet angle-là... De ce point de vue-là, c'est réussi. Oui, j'ai réussi, mais quand même pas suffisamment, parce que l'écart avec le RN n'est pas suffisamment signifiant. Ouais. Deuxième chose, naturellement, l'effondrement des LR. Qui est votre ancienne famille politique? Oui, ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. J'étais associé, mais je suis depuis longtemps, je ne suis plus au LR. Et puis la surprise aussi des écologistes, mais qui m'a moins surpris que le reste, parce que à toutes les européennes, les écologistes, les Verts font un bon score. Par contre, l'effondrement de la France insoumise, ça m'a plutôt ravi. Il n'empêche que c'est quand même très curieux qu'un parti qui a fait aux alentours de 18%, oui, bien sûr. Mélenchon, c'était 18,58%, fasse maintenant 6,31%. C'est divisé par 3 un résultat, c'est inouï, non? Je pense qu'il y a une recomposition de la vie politique française, et du reste, les institutions de la Ve République vont plutôt vers un bipartisme, avec le premier tour et un deuxième tour, et donc je ne vois plus beaucoup de place pour les autres partis. Et je suis en train de vous dire que France Insoumise va avoir du mal à se remettre, et quant aux Républicains, je pense que c'est excessivement compliqué. Je ne vois pas d'espace politique pour les Républicains aujourd'hui. Beaucoup disent ça. Philippe Millot, est-ce que vous aussi, vous êtes sur cette pensée, c'est-à-dire qu'il y a un bipartisme qui est en train de s'installer et vous ne voyez pas bien comment ça ne peut pas se prolonger? Alors d'abord, première remarque, on a, comme d'habitude, médiatiquement, grossi le trait. Oui. Les deux qui sont en tête, c'est 45%. 45% d'électeurs qui sont un peu plus de la moitié à être allés aux urnes, c'est-à-dire c'est un quart de la France. Et on est en train de dire et de gloser sur ce qui s'est passé pour un quart de la France, pas pour le reste. Donc mon premier constat, c'est plutôt une atomisation du paysage politique avec deux forces, une qui se maintient avec difficulté, qui est le Rassemblement national, avec difficulté puisqu'il n'y a non seulement pas de progression, mais très légère régression, et aux franges, il n'y a plus beaucoup de soutien, puisqu'on voit bien que les dissidents, Dupont-Aignan autour, etc., il n'y a plus énormément de marge d'adhésion tout autour. Donc un maintien fort, mais difficile. Et une autre force qui est très caractéristique sociologiquement, qui est la force portée par Macron, c'est la force d'une caste internationale. Bon, on la connaît, c'est une forme de bourgeoisie urbaine, etc. On connaît tout ça. Et qui, elle, en réalité, non seulement se maintient, mais obtient quelque chose qui est un résultat assez phénoménal, car les pouvoirs en place sur une élection sans risque qui est une européenne, en général, s'effondrent. Là, ce qui s'est effondré, c'est le reste, de façon fractionnée, encore une fois, fractionnée, et on y reviendra sûrement. D'accord. Stéphanie Bignon, la montée de l'écologie, alors vous nous disiez tout à l'heure que l'écologie, pour vous, pouvait être de droite également. La montée de l'écologie vous paraît, même si elle est peut-être plus une écologie d'adhésion à gauche, est-ce qu'elle vous paraît quand même bon signe et refléter des combats que vous pouvez vivre, vous, dans vos deux casquettes professionnelles? Alors, le côté positif de cette élection, en ce qui me concerne, c'est Macron n'est pas en tête. Et j'ai l'impression de vivre une victoire des Gilets jaunes. Et les Gilets jaunes qui montrent aussi qu'ils ne sont pas la France insoumise et qu'ils ne sont pas de gauche, de la gauche républicaine, cela dit. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Pardon de vous interrompre, les Gilets jaunes, une victoire? Ils n'ont rien fait. C'est peut-être le silence le plus assourdissant de ces élections, non? Mais si on imagine que les Gilets jaunes ont voté utile et qu'ils ont voté Rassemblement national, alors les Gilets jaunes ont gagné. Et Macron n'est pas en tête. Donc je veux voir quelque chose de très intéressant qui fait que la France insoumise n'a pas été supportée par les Gilets jaunes, alors que le Rassemblement national l'aurait été. C'est mon analyse. Philippe Millot n'est pas d'accord avec vous, parce que lui dit, comme beaucoup d'observateurs, c'est que finalement, le Rassemblement national, qui sort en tête, qui sort avec des résultats
résultats qui sont de très bonne qualité, finalement, en nombre de voix, ne s'est pas très très bien porté et ne marque pas une avancée qui est spectaculaire. Donc ça semble contredire votre opinion. Je suis totalement d'accord avec vous et avec Philippe Millot. Il est évident que cette abstention et même les bulletins blancs sont très peu étudiés, je dirais. Donc il y a une volonté de masquer que ces élections ne concernent qu'un tout petit pourcentage des personnes en capacité de voter. Donc on est bien d'accord que si je devais résumer, je dirais que la propagande, en quelque sorte, a raflé la mise. Et en fabriquant, et là j'en venais au deuxième argument de mon petit développement, de ma petite analyse, c'est que le système est une nécessité à se retrouver dans un système bipartiste. Effectivement, quand on veut garder la main sur un système, on s'assure, comme disait Lénine, de fabriquer son opposition, de la contrôler, et on fabrique un bipartisme. C'est tellement plus facile que de contrôler une myriade de tendances et de systèmes de pensée, etc. Donc, oui, que le système veuille aller vers un bipartisme, j'ai peur justement que ce soit en quelque sorte, la réussite, même si ça ne concerne qu'un petit pourcentage, la réussite de ce scrutin du système. C'est-à-dire que la réussite du système dans ce scrutin, c'est ça, c'est de se fabriquer un support sur lequel il va pousser. C'est-à-dire le lierre qui fait étouffer un arbre. Eh bien, comme disait Bainville, on ne s'appuie que sur ce qui résiste, et le système a trouvé son support. Alors, franchement, Bainville et Lénine dans les 2 mêmes minutes, je pense qu'il y a qu'à TV Liberté qu'on entend ça. Hein. Yves Christen. Oui, bon, la première conclusion, mais ça c'est assez banal de le dire, c'est qu'effectivement il y a une recomposition de la vie politique et que les 2 grands partis, socialistes et LR, se sont totalement effondrés. C'est presque une banalité que de le dire. Le PS est devenu tellement petit, enfin Hamon en tout cas, est devenu très bas. Non mais Hamon Glucksmann, ça fait 9%. Ceci étant quand même, globalement, si on fait la somme de ce qui est à gauche, en gros ça fait toujours 25%. Quoi. Enfin, c'est peut-être un peu plus d'ailleurs, ça dépend comment on compte les écologistes. Ouais. Le deuxième élément, je crois qu'il y a quelque chose de trompeur dans ce résultat électoral, c'est que les électeurs ne sont pas vraiment attachés aujourd'hui à une famille politique. Ils ont voté. Le seul parti qui a un noyau central assez dur, c'est le RN. Mais pas du tout parce que les gens adhèrent à l'idéologie du RN. Simplement parce que les Français sont contre l'immigration et que la façon de se manifester contre l'immigration, c'est de voter Rassemblement National. Pour le reste, que ce soit pour l'euro, pas pour l'euro, l'Europe contre l'Europe, etc., je crois que les électeurs du RN s'en fichent, en grande partie en tout cas. Donc je crois qu'il y a une situation dans laquelle les gens ne sont pas véritablement attachés à des partis politiques, donc ils peuvent éventuellement flotter d'un côté à l'autre. Je crois de la même manière que beaucoup de gens qui ont voté pour Macron, et de ce point de vue-là je serais assez en désaccord avec Philippe Millot, ne sont pas nécessairement des adhérents de la philosophie, disons, libérale mondialiste de Macron. Et je pense que pas mal de conservateurs, d'ailleurs anciens républicains ou UMP, quel que soit le nom qu'on leur donne, sont allés du côté de Macron, ne serait-ce que parce que, à cause des Gilets jaunes, n'est-ce pas, qui étant légaliste, contre les destructions, etc. De la même manière, je pense que Madame Le Pen, le RN a dû perdre une partie de son électorat également à cause de son soutien aux Gilets jaunes. Mais elle a récupéré. Donc il y a eu des glissements. Je pense que le RN a perdu une partie de son électorat plutôt conservateur, qui aime l'ordre, a récupéré une partie des Gilets jaunes. Du côté de Macron, il a, à mon avis, perdu une partie de son électorat de différentes sortes, et il a récupéré une grande partie de l'électorat de Fillon. Bien sûr, de Fillon. Ça, on va revenir sur ce sujet-là. Je voudrais aborder avec vous, Christine Boutin, parce que l'électorat, ceux qui ont voté pour Bellamy, évoqué par là même, on pourra peut-être évoquer la démission de Wauquiez de la présidence des Républicains. Finalement, en nombre de voix, ceux qui ont voté pour Bellamy, c'est ceux qui ont voté pour Fillon
au premier tour des primaires des Républicains. Autrement dit, est-ce que la stratégie de Bellamy et son positionnement n'a pas amené à ce que finalement ce parti soit un parti de gens qui sont rassemblés autour des traditionnels, on va dire, pro-life et catholiques. Et est-ce que ça, c'est pas aussi un grand échec des Républicains qui se voulaient pendant un temps un parti très large qui rassemblait toute la droite ? Je pense que les Républicains sont en échec total actuellement, mais c'est le résultat de beaucoup de choses. Alors on peut chacun faire notre analyse. Moi, ce que je voudrais dire à ce niveau de notre rencontre, c'est que... et je nuance ce que vous venez d'insister. J'espère bien. Parce que moi, j'étais très choquée. Vous me dites que les électeurs de Fillon ont voté pour Bellamy. Je n'en sais rien. Ce que je sais... C'est le même nombre de voix Massoménos. C'est ça qui est intéressant. Oui, mais ce qui est certain, c'est qu'au niveau sociologique, on se rend compte que les catholiques ont voté Macron. C'est-à-dire 37%... Les pratiquants. Des pratiquants. 37% des pratiquants, bien sûr, il y en a plus nombreux, bien sûr, mais enfin quand même, 37% des catholiques pratiquants, donc qui a priori ont encore quelque chose dans la tête, eh bien, ont voté Macron. Ce qui veut dire qu'ils ont davantage fait, et il n'y a pas que, mais eux, ils sont symboliques, ils font davantage donner priorité à leur patrimoine, à l'argent, à la démarche mondialiste, plutôt que de faire attention aux gilets jaunes, aux pauvres, qui ont besoin d'être soutenus. Franchement, moi, je suis hors de moi. Comme catholique assumé, comme je le suis, je ne comprends pas, et je dis, enfin si je comprends malheureusement trop bien, je dis qu'il y a vraiment urgence. C'est une manifestation d'égoïsme que de voter pour Macron, en tout cas la République en marche. D'égoïsme et d'individualisme absolu. Oui. Après moi le déluge, c'est l'expression grossie de l'individualisme. Ça c'est quand même quelque chose qui me semble ressortir des véritables problématiques qui sont dans la société. Normalement, les corps politiques, ou bien sont des usurpateurs, et ils disparaissent, ce qui est le cas de la droite et de la gauche classique, ou bien répondent à quelque chose qui sont des questions vraiment posées et qui traversent la société. Pour moi, il y a 3 questions qui traversent la société. Il y a la question sociale que vous venez d'évoquer d'ailleurs. La question sociale, c'est est-ce que je préfère mon portefeuille à toute autre valeur ? Absolument. La question sociale, c'est est-ce qu'il est admissible que une petite caste mondialiste s'arroge, au-delà de l'argent, les moyens de l'argent, c'est-à-dire les moyens de la puissance ? Est-ce qu'il est raisonnable de penser qu'on a fait la Révolution française, à tort ou à raison, mais qu'on l'a faite parce qu'il y avait un pouvoir dominant d'un côté, une religion monopolistique de l'autre, et qui assommait par trop et contre lequel la rébellion a fini par gagner. Mais aujourd'hui, on se retrouve, et c'est le cœur de la question, dans les mêmes conditions, puisque somme toute, la religion des droits de l'homme qui a remplacé la religion catholique est tout aussi prégnante, tout aussi totalitaire, si ce n'est plus, conférer la mort sociale de la 17e chambre correctionnelle. Si vous dites un mot, il faut d'ailleurs se mettre en garde contre ces mots-là, n'est-ce pas, les uns et les autres, qui vous traduisent immédiatement et qui vous tuent socialement. Et de la même façon, donc, cette religion a remplacé une autre, et la question sociale, on voit bien qu'une caste mondiale a remplacé sans les avantages et sans la fonction aristocratique et sans les qualités de l'élite à remplacer par l'argent. Et donc ça, c'est le cœur de la question sociale. Vous avez une deuxième question qui est la question identitaire, c'est est-ce que je suis de quelque part et est-ce que je vais quelque part avec des traditions, avec des permanences, ou est-ce que je suis juste un outil personnel, comme ça, de mes satisfactions, de mes plaisirs, de mon égoïsme, et puis voilà, puis je crève et on n'en parle plus. Ça, c'est la question identitaire. Je crois que c'est un peu plus compliqué que ça. Et puis vous avez la question, bien sûr, mais on m'a dit pas trop de tunnels, donc je résume. Et puis vous avez la question c'est moi. Et vous avez la question écologique, dont on verra après qu'elle est absolument centrale pour l'avenir des peuples et de l'humanité entière. Mais je crois, Philippe Millot, que parmi l'électorat de Macron, et pour aller dans le sens de Madame Boutin, on ne peut pas simplifier l'électorat Macron uniquement au fait que des gens ayant un peu fortunés soient très contents de la suppression de l'impôt sur la fortune et ce genre de choses. Je pense qu'il y a aussi dans l'électorat de Macron des gens qui, à mon avis, se sont trompés d'une certaine façon, qui considèrent qu'on a là un parti, enfin, non seulement le parti de l'ordre, mais que dans la manifestation des Gilets jaunes, c'est intéressant du point de vue de la conception des choses. Nous sommes nombreux à penser, et je suis de ceux-là, que les Gilets jaunes manifestent un désir d'idéologie du bien commun. Oui. Mais le problème est que, du côté des gens qui ont voté pour Macron, ils peuvent avoir également cette même philosophie du bien commun et se dire que les Gilets jaunes sont des égoïstes qui défendent leur tradition. Non, mais ils se disent cela et qui, par ailleurs, sont des destructeurs. Donc, je pense
pense qu'il y a un certain nombre de gens qui ont voté en toute bonne foi Macron sans adhérer le moins du monde ni à une philosophie égoïste, ni à une philosophie mondialiste. Parce qu'ils peuvent aussi estimer que, on peut estimer que le vote, là, était aussi un vote d'adhésion à l'Europe, puisque jamais... Ça, je crois que tout le monde s'en fout. Pour les élections européennes. Quand on regarde un peu finement, jamais autant de personnes se sont mobilisées pour voter. Et ceux qui ont voté écologiste, c'est d'abord une nouvelle génération de votants. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui accèdent au vote ou qui accèdent à une forme de conscience politique pour la première fois de leur vie du fait du problème écologique. Moi, je voudrais réagir à ce que disait Yves Christian. Excusez-moi, très brièvement. Je trouve que ce que vous venez de dire montre la confusion dans laquelle on est. Oui, absolument. Parce que les deux camps vont vers le bien commun, mais le seul problème, c'est qu'ils ne mettent pas la même chose sur le nom du bien commun. Ceux qui ont voté Macron en disant « je veux l'ordre et je vais défendre le bien commun » ne se rendent pas compte de toutes les difficultés sociales qui existent, qu'exprimaient les Gilets jaunes et qui eux-mêmes demandent le bien commun. On est dans un temps de confusion, d'inversement des valeurs. Je crois que c'est la principale leçon de ces élections. Mais, et là, je vous rejoins totalement, Madame Christine Boutin, c'est que, et je l'ai vu à travers les résultats des scrutins dans le côté rural de la France, puisque j'en suis, et j'ai été extrêmement surprise et extrêmement en colère de voir que Macron est arrivé en tête dans énormément de communes très rurales de mon terroir. Et est-ce que c'est pas parce qu'une partie de la ruralité vit de l'Europe ? J'aimais juste cette hypothèse. Je vous ai coupé, non ? Non, et moi là, je rejoins tout à fait Christine Boutin. J'assimile vraiment le vote Macron à un vote égoïste. Alors, qui se part des plumes de la défense du bien commun, qui est en fait la défense de ses petits intérêts. Absolument. Et je dirais même plus, c'est la boboisation de la France. C'est-à-dire que quand vous voyez un bobo à trottinette avec son attaché-caisse, ses petits écouteurs, et qui pense à ses petites affaires à lui, eh bien finalement, je suis désolée, mais le rural qui vote, eh bien virtuellement, c'est un bobo à trottinette. Le paysan qui vote Macron se trompe et s'est laissé intoxiquer. Qu'est-ce qui aurait pu le toucher, parce qu'on va quand même lui prêter un cerveau à ce rural qui aimerait être un bobo. Qu'est-ce qui aurait pu le toucher dans la théorie ou les propositions de la République en marche ? Malheureusement, ces gens sont rongés par la propagande. Et que c'est d'une certaine façon, ce scrutin, le grand gagnant, la grande gagnante, c'est la propagande. Donc on fait peur aux gens, et de certaines façons, on leur dit, si vous êtes évolués, vous ne votez pas Rassemblement National, si vous êtes évolués, si vous êtes dans le progrès et dans la réussite, et si vous voulez... Parce qu'il y a aussi une espèce de chantage. Si vous voulez assurer votre propre avenir, celui de vos enfants, vous votez Macron. Donc il y a à la fois la peur et une certaine forme de mondanité électorale qui est absolument insupportable. Et pour reprendre sur ce que disait Monsieur Millot, c'est que je pense que Macron est du côté des révolutionnaires. Il est du côté de celui qui décapite la France. Il est du côté de celui qui nous enlève notre patrimoine, qui détruit nos structures traditionnelles, ancestrales. Et la révolution... Macron, c'est Robespierre. C'est la continuité de la révolution. Macron est un grand décapiteur, est un grand vendeur à l'encan de notre territoire. Macron est un révolutionnaire. Oui, enfin, la Révolution française ne s'est pas faite contre la France. La Révolution française a défendu la nation française. Objectivement. Alors qu'il y ait... Et quant à la philosophie de Macron, moi, je ne pourrais pas la définir comme étant une philosophie révolutionnaire. Je crois qu'au contraire, c'est une philosophie qui... Ce sera le mot de la fin, Yves Christian. Je vous laisse ce privilège. La philosophie de l'oligarchie, mais qui n'est pas exprimée en tant que telle. Et je crois que la révolution, enfin, si les mots, à mon avis, ont un sens, elle est du côté des Gilets jaunes. Non, c'est pas une révolution, les Gilets jaunes. C'est une restauration. C'est une reprise des libertés fondamentales, c'est-à-dire vivre de son travail. Et c'était le mot des Gilets jaunes au début de leur mouvement. Nous voulons vivre dignement de notre travail. Ça, c'est profondément anti-révolutionnaire. C'est fini la victoire de l'argent. On en restera là. C'est intéressant comme partant des élections européennes, de la recomposition politique. On en finit sur les Gilets jaunes. À mon avis, un sujet dont on reparlera de nombreuses reprises. Et si ça se trouve, comme certains l'ont exprimé ici, un mouvement qui va trouver de nombreux échos dans les mois et années qui viennent. Dans tous les cas, on se retrouve dans quelques secondes pour une autre partie de cette émission. À tout de suite.
Alors, il y a un fait sur lequel j'aimerais que nous revenions. Vous vous souvenez qu'il y a eu 34 listes dans ces élections européennes. Il y a eu énormément de listes qui n'ont pas passé ce qu'on appelle le cut. Alors, le cut, c'est un terme au golf, mais ça veut dire juste qu'ils n'ont pas été sélectionnés pour avoir dépassé 3% et avoir vu leur compte de campagne remboursé. Ce qui, pour un parti politique, et vous le savez, Christine, est fondamental. Hein. C'est le carburant qui permet d'aller un petit peu plus loin. Les grands perdants, c'est Philippot, 0,7%. C'est Asselineau, 1,2%, je crois. C'est l'UDI. L'UDI qui faisait aux alentours de 10%, qui fait maintenant 2,6%. Et il y a eu un parti qui, lui, est arrivé alors que vraiment personne ne l'avait prévu, c'est 2,2% pour le parti animaliste. Eh bien moi, je voudrais vous entendre, madame, messieurs, sur ce que ça vous dit de ce qu'est la société française, de pourquoi les Français votent, et est-ce qu'à votre avis, ça va dans le sens de l'écologie, le parti animaliste, ou c'est un épiphénomène? Yves Christen. Je crois que c'est une très bonne nouvelle, c'est une des meilleures nouvelles des élections, à savoir que des Français, en assez grand nombre, ont voté pour un parti qui n'a, pour ainsi dire, pas fait campagne. Enfin, moi, je n'ai pas reçu les formulaires de propagande de ce parti. Moi non plus. Et donc, c'est un très bon signe que, spontanément, autant de Français aient voté pour une cause qui est, à mon avis, une des grandes causes pour lesquelles dont on devrait se préoccuper. Le bien-être animal, qu'est-ce qui pourrait... Enfin, alors, il est clair qu'il y a que les animaux sont victimes d'une très grande injustice. Qui est en partie nécessaire, ne serait-ce que pour la nourriture. Mais c'est un état de fait et il est bon que cette sensibilité soit manifestée. Donc je trouve que c'est effectivement peut-être la plus grande surprise des élections. C'est pas une surprise. Je vais vous dire tout de suite, Monsieur Christian, parce que moi, je suis bien placé pour savoir que c'est pas la première fois que le parti animaliste fait un bon score. Parce que la dernière fois où je me suis présenté, le parti animaliste avait plus de voix que je n'en ai eu. Donc, c'est pas nouveau. À quel moment? Aux européennes, la dernière fois je me suis présentée aux européennes, c'est il y a 5 ans. Okay. Donc, si vous voulez, c'est pas du tout un phénomène nouveau. Et moi, personnellement, ce n'est pas une bonne nouvelle. Je suis absolument pas d'accord avec vous. Je respecte l'animal. Je pense que il ne s'agit pas d'être cruel avec lui. Le bien-être animal, il faut le respecter, bien sûr. Mais la réalité, c'est que derrière cette adhésion vis-à- de ce parti animal, il y a une idéologie qui est derrière. Et cette idéologie, elle manifeste la diminution de la prise en considération de la dignité de l'homme. On va bientôt, le chemin est en route pour donner des droits aux animaux qui soient identiques aux droits des personnes. Vous pensez à des vases, qui d'un seul coup respecteraient moins l'homme parce qu'on respecterait plus l'animal? Vous m'étonnez, Christine. Mais vous réfléchirez à la question. Je peux vous dire que j'ai beaucoup réfléchi et que je suis, moi qui défends la dignité de la personne humaine depuis 40 ans dans la vie politique française. Et je me souviens de votre combat pour les prisons. Oui, bien sûr. Et je sais très bien que, et je suis ça depuis, je vous dis, 40 ans, je vois la progression du droit animal au détriment du respect du droit de l'homme. Les droits de l'homme, vous savez, si vous estimez qu'ils sont moins respectés, c'est que vous lisez pas beaucoup les journaux, parce qu'on ne parle quasiment que de ça. Vous savez, concernant la dignité humaine, il y a un très beau passage d'un livre de Lévi-Strauss dans lequel il explique qu'on n'accroît pas sa dignité en diminuant celle des autres. Moi, je pense même plutôt exactement l'inverse. Donc, je crois qu'il est clair que... D'abord, je pense qu'il faut... Pour moi, la dignité, elle ne se calcule pas. Elle est. Je suis bien d'accord, elle l'est, je suis bien d'accord avec vous, mais il n'y a, à mes yeux, strictement aucune espèce de raison pour considérer qu'il faille considérer les animaux comme étant autre chose que des personnes et autre chose que des êtres ayant droit à une forme de dignité. Ça me paraît... C'est vrai qu'on a découvert des sensibilités chez les animaux, les progrès scientifiques... c'est-à-dire qu'il est à peu près clair que toute la notion de propre de l'homme c'est totalement désintégré. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune raison rationnelle de penser qu'il existerait quelque chose comme un propre de l'homme. Philippe Millot, je vous ai vu vous agiter sur votre fauteuil. Oui, parce que j'ai écouté mon amie Christine Boutin avec un grand intérêt parce qu'elle a l'avantage de l'immense sincérité
Et ça, je crois qu'on peut tous lui reconnaître. Hein. Qu'est-ce qui va tomber? Vous allez de l'avant Après par cette rapport caresse, attendons le coup de fouet. Moi, je trouve ça formidable. Mais simplement... Dans la queue, le venin. Non, c'est pas le venin, c'est un point de vue. Tête à clash est là pour exprimer, je crois, des points de vue, même des points de vue différents. Et mon point de vue est différent. Pourquoi? Je crois qu'il y a un moment où on peut dire que l'homme est devenu un prédateur exclusif. Prédateur exclusif, ça veut dire que ses techniques, son évolution démographique, la place que les humanismes divers, d'ailleurs chrétiens, maçonniques et autres, les humanismes divers, ont fini par imposer, exiger, etc., est une place de prédateur telle qu'il va finir par s'auto-mutiler, puis s'auto-éliminer lui-même à force d'avoir éliminé la nature. Moi, je suis tout à fait partisan de ce qu'on appelle la co-appartenance. Je pense que le monde tel qu'il est, créé ou incréé, c'est une autre affaire, est un monde de co-appartenance, que la place de l'homme a toute sa place, mais rien que sa place, et que ceux qui ont voulu lui donner une place prééminente, suprémaciste, exclusive, et dont on voit aujourd'hui les conséquences par la prédation démographique sans frein et sans limite, 1 milliard d'humains de plus tous les 12 ans, enfin, c'est absolument invraisemblable d'en arriver là, et d'en arriver à des conséquences dont on verra dans le chapitre écologique, car écologie et démographie ont dit en fait la même chose. D'accord. Stéphanie Bignon, ça vous a interpellé, ces 2,2% du parti animaliste? Alors, ça vous a étonné? Choqué? Non, je dirais que c'est pour moi un peu le signe d'un égarement de peu de gens qui se sont exprimés. Il faut quand même remettre aussi les choses à leur place. C'est un signe d'égarement. 2,2%, pardon, c'est le double d'Asselineau. Oui, mais dont on parle beaucoup dans les médias, qui affiche partout. Un pourcentage de population, un quart de la population. Donc on est d'accord. C'est pas loin du PC, c'est un truc énorme. C'est pas loin du Parti communiste. C'est le PC, c'est pareil. Même 2,6 ou 2,3, 2,2. Néanmoins, ce peu de personnes, malgré tout, qui en valeur absolue se sont exprimées, pour moi, montre un égarement. Quelle est la place? En fait, on refuse dans ce monde égalitaire, rongé par l'égalitarisme, de penser à une hiérarchie. Or, je suis tout à fait pour la dignité des animaux, je suis la première, et je dirais même plus loin, à la dignité des arbres. Je donne un exemple. Aujourd'hui, l'ONF est en train doucement d'être privatisée. Pourquoi? Pour transformer nos forêts en sources en ressources pour l'industrie du bois. Donc, ce qui a toujours été plus ou moins le cas en France. Je me souviens, lors de mes très jeunes années, d'avoir étudié ces domaines-là. Était géré par des gens qui étaient dégagés, parce que complètement fonctionnaires, je dirais, héritiers de l'ancien régime, et géraient la forêt domaniale comme le patrimoine de notre nation. Donc aujourd'hui, ça n'est plus le cas. On est en train, comme les autoroutes, nos barrages, etc., de glisser doucement vers une privatisation, enfin en tout cas la défense d'intérêts privés à travers nos forêts à nous. D'accord. Et là, on n'entend pas parler des écologistes. Là, personne n'en parle. Oui, mais là, vous étiez sur les animaux, Madame absolument. Bignon. Mais c'est la vie en général, monsieur. Oui, la vie en général, avec une hiérarchie. Et c'est là où j'en viens sur les propos de si vous mettez une hiérarchie, à ce moment-là, il n'y a pas d'ambiguïté. Il faut qu'il n'y ait plus que des êtres humains. Vous êtes comme Mathieu Attali. Qu'il n'y ait plus que des êtres humains, qu'il y ait tous les droits. Pourquoi pas 100 milliards d'humains? Pourquoi pas 200 milliards d'humains? Mais vous oubliez un élément essentiel, c'est que hiérarchie ne veut pas dire irresponsable. C'est que plus vous êtes haut dans la hiérarchie, et plus vous êtes responsable. Et donc, nous sommes les ménagers, nous sommes les intendants de la création. Et là, je ne vous rejoins pas du tout, monsieur Millot. Il ne faut pas mettre les francs-maçons et la religion catholique sur le même plan. Parce que la franc-maçonnerie met l'homme comme vedette, l'homme comme centre de l'existence. La religion catholique, non. La création a été créée avant l'homme. Et elle est créée pour finalement donner naissance à ce qu'est l'homme. Mais l'homme doit prendre Pardon, mais et c'est rendre, très loin du parti rendre, animaliste, mais c'est bien pour ça que je vous parle d'égarement. C'est-à-dire que ces gens qui sont sûrement de très bonne foi sont égarés par le système. Vous pensez même qu'ils s'opposent à la campagne telle que vous la vivez? Ah non, aux ruraux dont on parlait? Je parle d'égarement. Je parle de gens qui sont encore une fois rongés, qui sont probablement très sincères, mais qui malheureusement n'entendent qu'un son de cloche. Et quand je dis cloche, c'est vraiment bien choisi. Et qui est cette propagande qui simplifie les choses à outrance et surtout qui les met en dualité. Les animaux contre les hommes, les jeunes contre les vieux, etc. Enfin, ça suffit. Madame, on a besoin de la nature pour vivre et la nature a besoin de nous. Madame, les gens qui ont voté pour la finalité, c'est l'homme. Ils sont pas comme moi, qui n'ont pas une démarche de type idéologique ou intellectuel.
ils ressentent quelque chose qui est une absolue évidence charnelle. Quand vous avez un chat, un chien, etc., vous savez bien que c'est une personne. Et que l'idéologie théorique disant que les hommes sont les maîtres de tout, ils voient bien charnellement avec leurs tripes que c'est une absurdité, n'est-ce pas? C'est pas la réalité. cher monsieur, que voyez-vous derrière maître? Si maître, ça veut dire se servir. Effectivement, vous avez raison. Or, ils ont été choqués, par les élevages de cochons, par les poussins broyés vivants. Être le maître, c'est servir. Et vous avez raison. Quand on exploite des poules, et là c'est pareil, on les voit peu, les écologistes, quand on exploite les volailles au point de les priver de gratter le sol, de soleil, de pluie, etc., et ben là, donc, c'est pas un maître. Donc vous devriez voter animaliste. Mais pas du tout. Pas du tout. Vous ne croyez pas qu'ils ont été mobilisés par ça? Parce que je considère que l'homme est le sommet de la création. Je considère que nous sommes infiniment responsables. Et donc, je ne suis pas pour l'exploitation de la nature. Et c'est pour ça que je bannis ce terme de mon vocabulaire. Je n'ai pas une exploitation, moi, monsieur, j'ai une ferme. Oui. Ok. Oui, mais moi, je suis tout à fait en harmonie avec tout ce que vous avez dit. Tant mieux, Philippe. Voilà, tout à fait en harmonie. Après, vous mettez... Je rappelle que vous exprimez en votre nom personnel, Oui, tout à fait. Après, vous mettez votre vocabulaire, etc., etc. Bon, je vais juste revenir sur un point qui n'est pas d'équivoque. Je ne mets pas sur le même plan tous les humanismes ou prétendus tels. Je crois effectivement, s'il y a un domaine de la supériorité, qu'il y a dans nos vieilles civilisations des conceptions issues de la Grèce ancienne, notamment, et qui ont... bon an, mal an, fusionné avec la partie orientale chrétienne pour donner le catholicisme, et que je crois effectivement qu'il y a dans l'ordre de la spiritualité des éléments supérieurs à d'autres, et je ne mettrai pas les francs-maçonneries comme des éléments supérieurs. Donc je ne les confonds pas. Je dis simplement que la prééminence humaniste dans les préoccupations, la prééminence exclusive et jalouse dans les préoccupations fait que l'homme se sert. Et là, malheureusement, votre conception de dire « parce que je suis un mec », conception aristocratique, « parce que je suis maître, j'ai plus de devoirs », ben c'est pas ça. Nous sommes en train, nous, quand je dis nous, c'est nous collectivement humanité, et nous, malheureusement, humanité souffrante occidentale, avec le système de l'argent, nous sommes en train de nous servir comme des prédateurs exclusifs et jaloux, et nous sommes en train de détruire progressivement l'ensemble des biens et du règne du vivant. Et quand des gens votent animalistes, c'est une fraction, c'est une petite réalité qu'ils éprouvent, comme le dit Yves Christen d'une manière charnelle, petite réalité, comme d'autres en éprouvent d'autres, parce qu'ils constatent que demain il y a la crise de l'eau, etc. On y reviendra. Oui, mais est-ce que ce sont des voix qui ont manqué aux écologistes? Le danger, pardon, je vais y arriver. Aux écologistes. Par proximité, est-ce que vous pensez, Yves Christen, moi, je pense déjà que dans le vote écologiste, je pense que dans le vote écologiste, il faut se garder de considérer que ceux qui ont voté écologiste sont des gens qui adhèrent à l'idéologie des Verts, en gros une idéologie assez gauchiste. Bobo et gauchiste. Hein. D'ailleurs, Yves Jadot n'est pas du tout allé sur ce terrain-là. Et je pense qu'il y a un grand nombre de gens qui votent écologistes parce qu'ils sont favorables, comme nous tous, je l'espère, à la protection de l'environnement, qui est un vrai problème. Et ces gens-là peuvent être de droite, de gauche ou d'autre chose. Et je dois dire, de la même manière que pour l'histoire des animaux, que d'une certaine manière... ils ont raison, en ce sens que c'est une cause beaucoup plus importante de défendre la nature, la biodiversité, le climat, etc., que d'aller apporter sa voix à un parti qui va avoir un député de plus ou un autre, ce qui ne changera finalement pas grand-chose. Je veux dire que même si le Rassemblement national avait eu 3 députés de plus, la victoire était plus grande par rapport à Macron, mais objectivement, nous savons bien que ça ne change absolument rien. D'autant plus qu'en l'espèce, on n'est pas aux législatives françaises, on est aux législatives européennes. L'enjeu écologique, je ne parle pas des Verts, je parle de l'enjeu de l'écologie, c'est un très très grand enjeu, plus important à certains égards que tous les autres enjeux politiques. Oui. Beaucoup d'analystes politiques disent en gros que c'est le véritable enjeu du futur et qu'il risque d'y avoir beaucoup de reclassements politiques qui vont se faire par rapport à cette ligne-là. Okay. Christine Boutin. Alors moi, je vais me faire un peu provocante. J'en serais content, je pense. Voilà, vous savez que j'aime bien. Donc, si vous voulez, non, bien sûr, je veux dire en préambule que naturellement, la cause de l'environnement est quelque chose de majeur, dont nous sommes conscients depuis relativement peu de temps, du reste, parce qu'on a fait quand même beaucoup de bêtises. Mais René Dumont, pardon, c'est pas d'hier, c'est largement les années 60. Oui. Donc ça a 50 ans. Oui. Donc c'est quand même une cause dont les partis politiques
aurait pu, et à commencer par vous, Christine Boutin, vous auriez pu vous emparer il y a déjà très longtemps. Je l'ai fait, mais j'ai été très peu entendu. Je l'ai fait en particulier sur l'écologie humaine, qui pour moi est très importante. Mais ce que je voulais vous dire, c'est la question que je me pose aujourd'hui, par rapport à cette prise de conscience qui devient vraiment partagée par nous tous sur le problème de l'environnement, si en fait là aussi on n'est pas en train de nous remplir complètement la tête et que l'on est devant la difficulté de trouver de la croissance économique de façon classique, eh bien on est en train de nous créer d'autres besoins pour pouvoir répondre à cette croissance, puisque les responsables politiques n'arrivent pas à trouver d'objectifs à leur action. Et vous pensez à quoi? J'ai l'impression que vous ne nous dites pas tout ce que vous pensez, Christine Boutin. Si. Vous pensez à quoi, clairement? Croissance, relais de croissance lié à l'écologie? Regardez simplement le mot totalitarisme, totalitaire, qui est devenu le mot bio. Aujourd'hui, tout le monde réagit en fonction du mot bio. J'achète si c'est bio. Oui. Moi, quand j'ai fait en 2002 l'élection présidentielle de 2002, j'ai plaidé pour le développement biologique des agriculteurs. Il y en avait très très peu à l'époque. On me regardait comme une dingue. Mais à ce moment-là, je n'étais pas du tout consciente que ce mot bio allait devenir un mot qui s'impose à tout le monde. Et que notre liberté d'appréciation et de choix n'existait plus. Ça me rappelle... 90% de la production agricole française en France n'est pas bio. 10%. Cette année, l'année dernière, c'est d'ailleurs le record. Dans les magasins, comment ça se passe? Vous allez à Monoprix ou n'importe où, c'est les rayons bio qui ont du succès, c'est pas les autres. C'est parce que vous êtes focalisé là-dessus, mais encore une fois, les ventes augmentent énormément. Christine Boutin, vous avez raison, elles augmentent énormément, mais elles restent très marginales. Alors qu'on n'est absolument pas sûr que le bio soit véritablement respecté, et que deuxièmement, ça coûte plus cher. Oui. Moi, je me pose quand même la question de savoir si c'est dans cette nouvelle approche où tout le monde court, eh bien, il n'y a pas une espèce de volonté de changer nos habitudes. Oui. Et je suis très contente de voir la décroissance, par exemple. Moi qui suis une fille de droite, eh bien, je suis très contente de voir qu'il y ait une tendance vers la décroissance, parce que ça va nous obliger à revenir en arrière. Mais je suis aussi prudente, parce que je pense qu'il y a une idéologie totalitaire derrière tout ça. Il ne s'agit pas de revenir en arrière, mais de se guérir d'une maladie, d'un cancer, qu'est ce libéralisme. On n'est pas du tout passéiste, au contraire. On souffre, comme dirait Claude Bourguignon, de trop peu de science, en fait, en agriculture. Et donc, on arrive avec notre armada, notre pétrochimie, et c'est pas très scientifique. Je suis d'accord. Je voudrais juste rappeler qu'il y a eu un rapt. Hein. Il y a eu quelque chose qui, à partir d'Antoine Wechter et de son successeur aujourd'hui, Agnès Godin, etc., était une écologie environnementale, donc une écologie à dimension et à préoccupation réaliste, et qui a été préemptée ou raptée parce que l'idéologie française, contrairement à ce que dit M. Lévy, est une idéologie depuis longtemps progressiste et de gauche ou gauchiste ou gauchisée. Et donc ce nouveau courant qui émergeait il y a maintenant une quarantaine d'années, a été préempté à cause des forces d'influence idéologique gauchiste par les Verts, qui ont adapté un écologisme qui n'est plus écologique à un écologisme... Ça n'a pas marché, boboisé, machin, etc. Philippe Millot, politiquement, ça n'a pas marché. Ça s'est incarné avec Eva Joly, qui a fait 2 et quelques pourcents lors d'une présidentielle. Ça n'a pas marché, mais ça conduit même les gens qui ont des préoccupations de nature écologique à aller, comme le disait Yves Christen, plutôt voter pour les Verts, sans toujours bien se rendre compte qu'ils apportent des voix à un courant qui, idéologiquement, est parfaitement marqué. Et donc, je finis juste pour dire que le vote animaliste, comme les écologistes indépendants, ça fait 4% les deux quand même, hein, ce sont des gens qui, préoccupés à juste titre de la première question qui va dicter l'avenir de nos populations, la question écologique, n'ont pas voulu aller dans le camp des Verts et de ce rapt politique. Merci Philippe Millot, ce sera le mot de la fin pour ce sujet. Nous nous retrouvons dans quelques secondes. À tout de suite. Il y a eu 11 condamnés à mort en Irak, condamnés à mort français. La semaine dernière, nous enregistrons ça début juin. Qu'est-ce qu'on fait de ces condamnés à mort? Est-ce qu'on laisse la justice irakienne suivre son cours? Ou est-ce que
l'on se bat, est-ce que la France se bat pour que ces hommes, sont des hommes tous, ne soient pas condamnés à mort et viennent faire leur peine éventuelle en France? Yves Christen. Écoutez, il y a plusieurs grilles de lecture à cette affaire-là. La première, c'est que je crois que personne n'a trop envie de les voir revenir quand même. Mais, il y a un assez grand consensus là-dessus, voilà. en effet. Mais l'autre élément quand même, c'est que, imaginons qu'ils reviennent. Par parenthèse, je crois qu'ils vont revenir. Mais imaginons qu'ils reviennent, ça va être très problématique, car à moins de les isoler à vie dans une prison, ce qu'on ne fera pas, car ce serait considéré comme une marque de torture, ils vont donc être dans une position extrêmement privilégiée et fantastique même, parce que ce sont des gens, attendons-nous bien, s'ils reviennent, ils auront été sauvés à leurs yeux, non pas par l'amabilité, la gentillesse, la faiblesse de la France, ils auront été sauvés par Allah, qui n'aura pas voulu qu'ils soient morts. Donc ils deviendront la preuve du fait que Allah peut accorder l'immortalité à ses défenseurs. Ce seront donc des héros qui seront en captivité comme l'était Mandela, mais c'est beaucoup plus que Mandela, parce que Mandela ne faisait que représenter un groupe humain. Eux, ils seront en quelque sorte les représentants de Dieu. Donc imaginez leur pouvoir vis-à-vis d'abord de leurs condisciples en prison, mais vis-à-vis plus encore de tous les islamistes qui seront à l'extérieur. On aura là des sortes de prophètes vivants en prison. C'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Yves Christen, pardon, je vais mettre un petit peu le fer dans le feu. Vous voulez qu'ils soient condamnés à mort et qu'on les décapite, qu'on les pende, qu'on les fusille, ou vous pensez que cette peine doit être commuée en autre chose? Moi, je pense personnellement que l'idéal serait qu'ils restent là où ils sont, et que la justice irakienne, qui vaut ce qu'elle vaut, bien entendu, s'exerce, soit il les garde, soit il les tue. C'est évidemment très triste. Moi, j'ai moins une idéologie d'être humain que Madame Boutin, mais enfin, c'est jamais très sympathique de couper la tête à quelqu'un, bien entendu. Mais à la limite, ça rentrera dans les profits et pertes de cette guerre en Irak, où il y a eu je ne sais combien de milliers de morts dans le camp des islamistes. Humainement, c'est sûrement très malheureux, mais voyez-vous, il y en a tellement, 10 de plus, ça change pas grand-chose. Christine Boutin, que des citoyens français soient condamnés à mort et menacés d'exécution vous choque, ou finalement, vous aussi, vous pensez que c'est perte et profit de ces guerres? Écoutez, moi, je suis contre la peine de mort. C'est un principe que je défends depuis tout le temps, toujours. Mais il se trouve que ces Français-là, pour moi, ne sont plus Français. Ces Français, ils le sont toujours, hein. Oui, mais ils le sont au niveau de la loi. Ils sont au niveau de la loi. Oui. Mais en réalité, ces gens sont allés dans un pays étranger pour nous faire la guerre. Donc, je vais dire, dans leur démarche personnelle, ils ont fait le choix de l'Irak plutôt que celui de la France. Donc, pour moi, eh bien, qu'ils soient jugés légalement par l'Irak, eh bien, me semble très Mais la peine de mort, madame, c'est la même chose. Qu'ils soient français ou pas français, si vous êtes contre la peine de mort, le problème est le même pour vous. Dans cette affaire, vous avez dit qu'il y avait plusieurs façons d'aborder le sujet. Je vous dis, personnellement, je suis hostile à la peine de mort. Mais j'estime que ces Français ne sont plus Français. Ils ont renié, ils ont trahi la France, ils l'ont même combattu, ils ont même fait la guerre à la France, ils ont même tué des gens. Ce qui revient, Christine Boutin, à être favorable à la peine de mort, dans certains cas, ailleurs. Il relève du pays pour lequel ils ont fait et cause. Être contre la peine de mort, là, je prends le fait et cause pour Christine Boutin, être contre la peine de mort ne veut pas dire être pour le droit d'ingérence. On peut quand même dissocier les sujets. Donc, moi, je rejoins tout à fait le point de vue de Christine Boutin. Ce sont des gens qui ont fait un choix et qui doivent l'assumer jusqu'au bout. Et je ne vois pas pourquoi la France, qui effectivement était visés par leur choix, devraient aujourd'hui prendre soin de leur vie. Surtout, et comme je suis entêtée, je reviendrai sur un point, quand on a des cas, et là j'en appelle aux catholiques, comme Vincent Lambert, qui lui est condamné dans sa chambre, avec un garde devant sa porte, et que, je reviendrai également sur ce sujet, quand le vivant est maltraité, eh bien l'homme finit par être maltraité. Et là, en l'occurrence, en termes de préoccupation, de sujets de préoccupation majeure, on a tellement à faire et de façon tellement essentielle que ces gens qui ont brûlé leur passeport, qui ont pris leur responsabilité, qui ont fait leur choix et qui aujourd'hui risquent la peine capitale,
Eh bien, c'est la vie. Hein. Mais pardon, la longue tradition française de la diplomatie fait que les diplomates français se battent sur tous les continents pour défendre ceux qui sont condamnés, que ce soit en prison à perpétuité ou à mort. C'est arrivé, par exemple, dans les pays d'Extrême-Orient autour des affaires de trafic de drogue. Je me souviens de la loi des diplomates français qui se sont battus pour libérer Florence Cassez, qui était condamnée au Mexique. Il y a eu de nombreux cas dans l'histoire de la France qui s'est battue pour défendre... C'était pas des gens qui faisaient la guerre à la France. Exactement. Oui. Vous pensez que ça, c'est la ligne de séparation? Attendez, je suis un tout petit peu, quand même, étonné par les aspects contradictoires que je viens d'entendre. Parce que, somme toute, si l'on est, et ce que je conçois comme éminent et sympathique, si l'on est adepte du catholicisme. Catholicisme, ça veut dire universel. Je ne vois pas comment est-ce qu'un catholique, je m'excuse, j'ai un peu de mal avec ça, pourrait être, ça c'est légitime, contre la peine de mort, ici en France ou en général en Europe, j'en sais rien, mais pourrait se dire c'est pas un problème dès le moment où il est appliqué ailleurs. C'est-à-dire que si on est dans un cadre de réflexion religieuse et dans un cadre universel, puisque que je sache, il y a des catholiques dans le monde entier, il y en a même beaucoup en Afrique, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut organiser ça dans sa tête. Bon, mais ça c'est votre problème, c'est pas, à la limite, c'est pas le mien. En revanche... Je vais vous donner l'occasion de répondre, chez Stéphanie. Nous, il n'y a pas de confusion entre le temporel et l'intemporel. Donc, ils sont maîtres chez eux en Irak. Hein. Ces gens ont brûlé leur passeport, ils ont décidé de nous faire la guerre. L'homme est libre, justement. Et on n'a pas à nous à le même argument pourrait s'appliquer à un meurtre particulièrement odieux en France. Et c'est ce que vous critiquez dans le catholicisme, je dirais, progressiste, le catholicisme bon temps, qui est effectivement cette espèce de mièvrerie, cette espèce de charité aux dépens des autres, parce que finalement, aux dépens des malheurs des autres, vous avez raison. Là, je suis d'accord, il y a contradiction. Mais dans mon cas, qu'est-ce qui sépare un combattant de Daesh qui pose des bombes en France, le Bataclan, le Saint-Denis, et puis celui qui brûle son passeport, mais peut-être que l'autre l'a brûlé également, en tout cas symboliquement, et qui va combattre en Irak? Est-ce que l'un devrait avoir la peine de mort appliquée en France, alors que l'autre, vous la laisseriez s'appliquer en Irak? Je voudrais vous entendre là-dessus. Allez-y. Non, mais encore une fois, ils sont sous la juridiction irakienne. Oui, mais pourquoi les rapatrier? Madame, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de la... Comment dirais-je, de la responsabilité. Vous dites que les hommes sont libres, ce qui, à mon avis, n'a pas énormément de sens. Mais enfin, je comprends que vous puissiez le penser. Libre de dire oui ou mais non. Je veux dire que, du point de vue de votre responsabilité morale, si vous pensez... Moi, je suis plutôt contre la peine de mort, d'ailleurs. Mais si vous pensez que, de manière absolue, l'homme, on ne doit jamais tuer, pratiquer la peine de mort, votre responsabilité est tout autant engagée en disant je suis d'accord pour laisser faire ça. Mais non, mais le problème que vous ne voyez pas, c'est que ces personnes-là sont en Irak. Ils sont partis en Irak. Oui, ils sont plus sous notre autorité juridique. Ils ont pris mais votre autorité morale, à vous, Madame Bignon, Madame Boutin, excusez-moi, votre responsabilité morale. Ma responsabilité morale, elle est simplement de respecter la liberté de ces hommes qui sont partis là-bas, et c'est pas moi qui les ai envoyés là-bas. Et quand je vois d'un autre côté, pour rebondir sur ce que disait Madame Bignon sur Vincent Lambert, c'est quand même stupéfiant de voir aujourd'hui, parce que moi, comme catholique, je considère que Vincent Lambert n'est pas en fin de vie, mais que c'est un handicapé lourd, et qu'il va y avoir une décision de justice qui va être faite pour lui donner une piqûre pour le tuer. Alors ça c'est sur mon terrain. Oui, mais c'est la même chose. Si vous voulez me mettre en contradiction sur mes positions morales, moi, je vais vous en ressortir d'autres. Voilà. Non, mais Lambert et les terroristes irakiens, même combat, je dirais, de votre point de vue, d'une certaine manière. Enfin, il me semble-t-il. Non, mais plus de sympathie pour l'un que pour l'autre. Mais justement, c'est là où vous avez un gros problème de compréhension de ce qu'est être catholique. Ça veut dire universel. Oui, parce que nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais après ça, nous faisons des choix et nous avons des nations sur Terre. Et c'est bien l'idée de nation que nous défendons, à mon avis, tous à peu près là. C'est que ces nations sur l'idée de nation. Alors, Stéphanie Bignon, voilà, sur l'idée de nation. J'ai j'ai une vraie question sur l'idée de nation. Nous avons, depuis un certain temps, et notamment depuis la Révolution, confondu l'État et la nation, la citoyenneté et les nationalités. D'ailleurs, il n'y a plus de distinction, puisque quand on vous dit maintenant vous devenez français, voilà votre carte d'identité, vous êtes à la fois citoyen français et de nationalité française. Bon. Personnellement, je m'interroge sur la pertinence de cette confusion. Parce que, voyons, ça arrangerait tout le monde, et vous aussi d'ailleurs.
Si, par extraordinaire, la législation évoluait et qu'il y avait des Français par la nationalité, autrement dit par la naissance, le droit du sang, l'histoire, l'ethnie, la source, voilà, la réalité, français, européen, et s'il y avait par ailleurs une citoyenneté qui est évidemment indispensable pour respecter des règles communes quand on est sur un sol déterminé, avec un État déterminé, bien entendu. À ce moment-là, tous ces gens, ou la quasi-totalité d'entre eux, seraient de citoyenneté française, mais ils ne seraient pas de nationalité française. Auquel cas, on pourrait parfaitement appliquer les lois différentielles, qui est de défendre, et c'est mon point de vue, tous les gens de nationalité française, quel que soit leur niveau de criminalité, quel que soit leur engagement, quelle que soit leur problématique dans le monde, doivent être défendus par la nation française. Ça, pour moi, c'est un principe intangible, quel que soit l'acte qu'il ait commis. Bon, parce qu'il est de nationalité française et qu'on défend les siens, comme on défend ses enfants, même quand ils ont fait des conneries énormes. En revanche, la citoyenneté, c'est juste un acte d'adhésion provisoire en disant je suis là pour 10 ans, je suis là peut-être pour 2 générations, peut-être pas, et donc je me plie par la citoyenneté aux lois de l'État qui m'accueille pendant un certain temps. Là, c'est révocable à tout moment. Donc, ça ne pose pas les mêmes problèmes. Voilà, c'est ça ce que je voulais mettre en avant, c'est la confusion de l'État-nation. Vous avez raison. C'est à mon sens une vraie question. Nous disions tout à l'heure avec Christine Boutin, nous sommes dans un instant de totale confusion. Néanmoins, ces gens qui aujourd'hui sont menacés de la peine capitale sont des gens qui haïssent la France et qui ont fait le choix de vivre contre la France. Je vous rappelle que dans ce genre de cas, en général, on envoyait une arme spécialisée, les services dits secrets ou discrets, et qu'on n'y avait pas de procès. Bon, je le rappelle parce que dans l'histoire... Ça a d'ailleurs été pas mal fait, a priori. Et ça a été pas mal fait, une fois de plus. Je voulais vous proposer ce qui est en train de se dégager venant d'un certain nombre de pays, la Suède, l'Angleterre, c'est de dire, parce que tous ces pays sont concernés par le fait que certains de leurs citoyens, puisqu'il y a, je crois, 450 occidentaux qui sont en train d'être jugés en Irak. La solution qui est en train de se dégager, c'est de mettre en place, sur place, des cours spécialement habilités pour les juger et que leur peine soit appliquée en Irak à l'exclusion de la peine de mort, qui ne serait donc pas partie des peines qui seraient encourues par ces gens. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez donc là, on a le droit d'ingérence vis-à-vis de l'Irak. Si c'est pas ça serait accepté, bien sûr, par l'Irak. Ça serait accepté par l'Irak. Moi, je pense que ça serait une aberration conceptuelle. Il est possible que ça se fasse. Non, je crois que la solution la plus simple... C'est une manière financière aussi de dégager l'Irak. Moi, je ne suis pas obsédé par les questions de droit. Ouais. Et bien au contraire, je serais presque favorable à la suppression du droit. Mais je pense que... Pardon, mais... Attendez, Christine, on va rembobiner 2 secondes. J'ai une absence, vous êtes partisan de la suppression du droit. Je suis favorable à la justice. Oui. Et la justice, en règle générale, est assez fréquemment le contraire du droit. Mais comme c'est un vaste sujet et que, globalement, nos sociétés adhèrent au droit, la solution la plus simple est de considérer que ou bien l'Irak est une société démocratique relative, qui admet le droit des nations, ou bien nous considérons que ce n'est pas le cas et que c'est encore un temps de guerre. C'est important parce que si ce sont des prisonniers de guerre, normalement, on ne doit pas les exécuter. Si c'est encore la guerre, on peut tuer des gens. La guerre, ça consiste à tuer des gens, en gros, pour simplifier. Donc, si on considère que l'Irak n'est pas une société démocratique, on pourrait considérer que la guerre continue et que dans le cadre de ce que j'appelais les profits et pertes, eh bien, ces guerriers, ces combattants-là, ils suivent leur destinée. Le sujet, c'est la proposition des grandes nations qui consiste à dire on va les faire juger sur place, on va prendre en charge les coûts de justice et les coûts de détention, et ces gens ne rentreront pas dans notre pays. En revanche, on ne va pas leur couper la tête sur place. Est-ce que ça vous semble... Qui sommes-nous, nous, grandes nations, pour donner des leçons? Enfin, on a éborgné des gilets jaunes, on leur a broyé la vie en leur broyant des membres, en les empêchant de vivre, et là, on va donner une leçon de bienséance à l'Irak. Mais attendez, balayons devant notre porte. Alors là, je dis, Stéphanie, bravo. Merci. Autrement dit, d'accord, donc cette proposition qui est en train d'être montée par un certain nombre de grands pays, pourquoi n'a pas votre adhésion, vous la trouvez ingérente? Complètement ridicule. C'est le tribunal pénal international. Enfin, c'est la négation absolue des identités, des autonomies. Enfin, on est, à mes yeux, dans le royaume du pire. Alors, oui, mais enfin, je préfère ça plutôt que de les faire revenir en France. Dans l'insensé. C'est parce que c'est une manière de ne pas les faire revenir en France. C'est en pratique d'éviter d'avoir des espèces de dieux vivants qu'on va garder dans nos prisons et qui seront les symboles vivants de la justice divine aux yeux d'un certain nombre de militants. Mais chez Allah, il ne faut pas aller se faire
trucidés pour je ne sais pas ce qu'il faut faire chez Allah. Moi, vous savez, je ne suis pas une autorité en la matière, mais je pense que s'ils reviennent en France, c'est-à-dire que si la France les sauve, ils seront considérés par la communauté islamique, non pas comme ayant été sauvés par la gentillesse française, mais comme ayant été sauvés par Allah. Donc cela, ils deviendront, je ne sais pas quel est le terme, des prophètes, des super-héros. J'ose espérer que ça sera une partie, peut-être majoritaire de la communauté musulmane, mais de pas toute façon, il y en aura. Non, je parle des islamistes. Il y en aura, il n'y a pas que les 11. Il y a D'accord. tous les autres qui sont déjà là et qui sûr, vont venir. Il y en aura des centaines. Oui, d'accord, mais enfin, ici, on peut en avoir plutôt moins que plus, c'est mieux, quoi. Voilà, enfin, bon... Une nation qui ménage ses ennemis et qui tue ses enfants est en grand danger. Ouais. Alors, juste, je vous ai rapporté cette proposition. Il y a une chance pour que ça ne se passe pas. C'est que la Suède propose aussi qu'il y ait des jugements pour crimes contre l'humanité, ce qui engloberait des membres des forces dirigeantes syriennes. Et à ce moment-là, il risque d'y avoir un veto de la Russie. Puisque le package proposé par la Suède, c'est juger les terroristes. Et tout à l'heure, Philippe Millot, j'ai dit qu'il y avait 450 occidentaux qui allaient être jugés. Non, c'est 450 Français qui sont dans les prisons irakiennes et qui vont passer en jugement. 450 Donc, 450 Français. Oh là là. Vous vous rendez compte? Non, qui ne sont pas dans les prisons irakiennes, qui sont saisis par des forces quelconques locales en Irak ou ailleurs. Oui, alors il y a eu beaucoup des condamnés actuels ont été saisis par les Kurdes et transférés ensuite aux Irakiens. Mais il semblerait, alors peut-être que je me trompe, nous en discuterons en antenne, dans tous les cas qu'il y ait plusieurs centaines de Français qui soient susceptibles d'être condamnés. Donc l'idée de les juger sur place, le problème de la Suède, c'est qu'elle veut élargir ça aux crimes contre l'humanité et que là, ça risque peut-être de poser problème. Ça vous... Dans tous les cas, vous êtes toujours sur la même position, on est d'accord, Stéphane Mignon. Vous le dites, on laisse faire sur place parce qu'il ne faut pas mettre notre nez en Irak. Ils ont fait des choix, les nations sont chez elles. Oui. Et puis, si vous voulez, encore une fois, encore un sujet qui va paraître ridicule en proportion et qui pourtant, pour moi, est tout à fait à en mettre en parallèle, c'est par exemple, et là je prends de la politique locale, le maire de Paray-le-Monial qui est emmené devant les tribunaux par 3 zinzins de la Ligue des droits de l'homme qui l'accusent d'avoir fait une entrave à la laïcité parce qu'il a mis une crèche donnée par les handicapés de le BTM au dernier Noël dans l'hôtel de ville, une crèche de 20 cm de haut. Et là, on est là à se demander... pas la peine de mort. Non. Mais vous vous rendez compte ? Regardons ce que nous sommes devenus. Donc on va se soucier de gens qui nous haïssent, qui sont prêts à nous détruire. Et pendant ce temps-là, on emmène le maire de Paray-le-Monial devant les tribunaux pour avoir mis une crèche de 20 cm de haut le jour de Noël dans l'hôtel de ville de Paray-le-Monial. Et là, j'en appelle aux catholiques. Qu'est-ce que vous faites ? Là, je suis d'accord, Philippe Millot. Il y a une incohérence totale. Une incohérence totale. Il est temps, je crois, de bien mettre de l'ordre et de bien axer, parce que de l'énergie, on n'en a pas à revendre. Il faut savoir canaliser. Et où sont les vrais combats qui nous regardent, nous ? Je vais vous donner une opinion que j'ai entendue et que j'ai trouvée, elle collait pas mal avec la mienne, c'est que finalement, la vraie défaite des terroristes, c'est qu'en France, personne ne se soucie véritablement du sort de ceux qui sont condamnés à mort en Irak. Est-ce que vous avez vu la moindre pétition en leur faveur ? Est-ce que vous avez vu les familles qui ont réussi à faire du tam-tam pour mobiliser les foules ? Personne ne se mobilise pour ces hommes. Oui, parce que beaucoup partagent notre point de vue. Parce que je crois que tout le monde s'en fout. Absolument. Ah non, c'est pas qu'ils s'en foutent. Non, Je ne crois pas que ce soit pas. Je crois pas qu'ils s'en foutent, mais là, franchement, c'est presque une question de survie pour la France aussi. Enfin, qui se pose. Enfin, mais est-ce que c'est pas ça la vraie défaite des terroristes ? Oui, et je crois que finalement, c'est un non-sujet pour la plupart des Français. Ça fait partie des choses très positives dans ce grand désert de l'esprit, de la pensée, parce que occupés par des gens qui ont cru qu'ils avaient la science infuse et qu'ils allaient pouvoir, à force de propagande, nous faire devenir ce que nous voulions pas devenir. Nous avons les gilets jaunes et nous avons ce genre de réactions qui ne sont pas relayées par ces fameux médias, mais qui sont bien réelles. Et je crois qu'il y a vraiment, et très très ancré en nous, une réaction profonde, et je le souhaite, de notre pays pour remettre la hiérarchie à la fois dans les sujets, de l'ordre, et malgré cette boboisation, cette macronite apparente sur un tout petit volume de gens, finalement. Franck, vous avez raison. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de grande manifestation en faveur de ces gens-là. Et que donc, on a l'impression que la France s'en fout. Maintenant, on ne peut pas se passer sous silence le fait qu'il existe en France un nombre que je ne saurais pas déterminer, mais assez important, de gens qui sont des militants islamistes et qui sont favorables globalement au terrorisme islamiste. C'est évidemment une minorité de Français et c'est même une minorité de musulmans. Nous sommes tous bien d'accord là-dessus. Mais
ces gens-là existent, et pour ces gens-là, ces condamnés à mort sont des gens importants. D'ailleurs, même s'ils sont exécutés en Irak, ils auront un statut de super-héros, de martyrs en France. Simplement, si on les rapatrie chez nous, ce seront des martyrs vivants. Donc, ils auront gagné sur les deux tableaux. Ils seront à la fois martyrs et quand même vivants. Donc, et même si aucun de ces gens-là ne se manifeste publiquement pour défendre la cause de ces terroristes en Irak, ces gens-là existent, incontestablement. Écoutez, ce sera le mot de la fin, parce que nous avons un petit peu débordé. Je voulais vous remercier, mesdames, madame, messieurs, monsieur le président de TV Liberté, qui s'est exprimé en son nom et pas au nom de l'antenne. Je voulais vous le rappeler. Je voulais vous remercier pour votre participation, pour l'alacrité, pour l'argumentation. Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une 51e, émission de Tête à Clash. À bientôt.